C'est pas forcément les plus gros qui sont les meilleurs en sécurité. Avant de parler justement de la gestion des IA, de l'IoT, etc., moi je pense qu'il faudrait déjà parler des identités humaines. 60% de mes incidents de sécurité viennent de l'interne. On lui dit est-ce que tu as fait exprès? Ah ben non, j'ai pas fait exprès. Bon. On va corrompre quelqu'un qui travaille pour un sous-traitant qui lui-même veut avoir un accès. La partie revanche personnelle, on l'a, mais c'est plutôt anecdotique, j'ai l'impression. Donc la partie aspect financier, c'est clair. La thune. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média. Ce soir en partenariat avec Delinéa, on va parler des menaces internes, pourquoi on est encore là. Et on a avec nous 4 experts qui vont pouvoir d'abord se présenter et puis après répondre à mes questions et potentiellement aux vôtres. Et je vais commencer par Yves. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Vattel, je suis directeur des ventes chez Delinéa. Ça fait maintenant à peu près 4 ans que je suis, un peu plus de 4 ans que je suis dans la société et j'ai en charge en fait la direction des ventes pour l'Europe du Sud et pour l'Europe centrale. Donc ça fait un scope assez large en termes de territoire, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité un petit peu de ce qui se passe dans ces régions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Delinéa, c'est un acteur en fait aujourd'hui leader sur le marché du PAM. Donc qu'est-ce que c'est que le PAM? Le PAM, c'est la gestion en fait des accès et des comptes à privilèges aujourd'hui. C'est une société qui est en très très forte évolution, très forte innovation. On a mis un accent extrêmement fort aujourd'hui sur l'innovation. C'est vraiment un de nos leitmotifs extrêmement forts. D'ailleurs, on est plébiscité par les analystes, puisque si vous regardez les différents aujourd'hui analystes comme le Gartner, etc., on est vraiment dans le top 2, top 3 en fait, de ces acteurs-là sur le marché. Donc c'est une société qui est américaine, qui est issue de la fusion en fait, de 2 leaders du marché du PAM. Il y avait Cacotic d'un côté, Centrify de l'autre, qui avait très peu d'overlay en fait, en termes de recouvrement technologique sur les offres. Donc TPG Capital les a fait émerger pour vraiment devenir aujourd'hui un leader majeur sur ce marché-là. Voilà. Donc on est une société américaine, il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent dans la société. Le revenu annuel moyen, il est d'environ 350 millions par an. Et on a un peu plus de 10 000 clients aujourd'hui au niveau mondial. Donc on adresse des clients de tout type, des petites sociétés, des sociétés de taille moyenne. On a aussi par exemple 60% du Fortune 500 aujourd'hui qui font partie de nos clients. Donc on est aussi très présent chez des très très grands clients à l'international. Ce qui nous caractérise aujourd'hui sur le marché, c'est une facilité de mise en œuvre de nos solutions, une rapidité également de mise en œuvre, et surtout une plateforme de services qu'on propose pour répondre à des enjeux en fait, qui sont majeurs en termes de gestion d'identité. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors je suis content qu'on soit là aujourd'hui pour parler aussi de compromission, parce que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche directement notre activité aussi chez Delinéa. Et quand on sait aujourd'hui combien coûte une compromission, alors si je regarde un petit peu ce qu'on a pu voir comme étude, le coût d'une compromission, c'est à peu près 4,5 millions pour une entreprise, globalement. Et on sait que 80% en fait, des violations de données aujourd'hui sont dues notamment à des problématiques de compromission et donc d'enjeux internes dans les entreprises. Donc voilà, c'est ces enjeux-là aussi qui m'intéressent et je vous remercie beaucoup de nous avoir invités pour pouvoir échanger et partager autour de ça. Merci Yves. Mathieu? Oui, bonsoir à tous. Donc Mathieu Blin, donc je suis le CIO, CISO et membre du COMEX de la société Motul. Donc Motul, c'est une entreprise familiale mais aussi internationale. On distribue dans 160 pays, on est présent dans un peu moins d'une vingtaine de pays. Entreprise qui a plus de 170 ans d'existence. Donc on est présent là, cette semaine aux 24 heures du Mans. Donc globalement, Motul est une société spécialisée dans tout ce qui est fabrication et distribution pour la partie huile moteur, avec 80% dans tout ce qu'on appelle le PCMO, donc quelque part 80% du volume c'est sur la partie moto et auto. Donc plutôt positionné sur du premium, donc plutôt sur des véhicules de collection, mais aussi sur de la moto pour les personnes qui veulent se faire plaisir. Le sujet compromission interne il me parle aussi parce que globalement on est une société internationale, donc on est présent dans un peu moins d'une quinzaine, 16 pays. Donc on a toute la problématique de suivi de ces activités-là. On a probablement une IT qui est présente, parce que moi j'ai une IT qui est plutôt corporate. Donc j'ai une trentaine de personnes en interne, une vingtaine de personnes en externe, mais qui sont vraiment une IT corporate. Donc j'ai pas d'IT qui sont spécialisés en Espagne, en Italie ou autre.
Donc, et on a bien entendu une difficulté, puisque certains pays seront des petites entités, donc avec un general manager qui fait en même temps office de RH, donc pas vraiment une IT locale, donc un turnover relativement important, donc difficulté de tout ce qui est onboarding, offboarding. Donc au plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci. Thomas? Notamment. Bonsoir, donc, je suis Thomas Fillot. Alors moi, je m'intéresse au sujet de cybersécurité depuis une bonne vingtaine d'années, bien avant que ça s'appelle cybersécurité. Et mon parcours m'a fait passer du ministère des Armées, quelques années à l'ANSSI. Aujourd'hui, je m'occupe de la sécurité et également de l'IT d'une entreprise française qui s'appelle Miracle et qui est le leader mondial des technologies qui permettent de faire des places de marché. Donc ça me change beaucoup de ce que j'ai pu faire au ministère des Armées ou dans les administrations, puisqu'on est vraiment sur born in the cloud, comme on pourrait dire, des technologies très modernes. Et ça va m'amener à corroborer un certain nombre des choses que vous dites. La tendance, elle se déplace sur les identités, sur les compromissions, très clairement. Puisqu'aujourd'hui, on ne se fait pas pirater. Un attaquant utilise une identité qu'il a volée la plupart du temps ou qu'il a achetée à quelqu'un qui l'a volée. Et ça change beaucoup la donne sur la façon dont on doit traiter la cybersécurité. Et Jean? Merci Yasmine pour l'invitation. Donc Jean Mercadier de la société Idemia. Idemia, c'est une société qui fournit qui a une grosse activité autour de la carte à puce, donc carte bancaire, SIM, et autour de l'identité qui va avec. Et aussi, donc il y a toute une partie physique, mais il y a toute une partie virtuelle. Donc au final, c'est une entreprise qui a une forte dualité entre à la fois produire des choses qui sont physiques, avec de l'OT, donc des cartes bleues, des cartes SIM, et la même chose en virtuel, donc des choses qui sont des services très digitaux, donc avec des cartes bleues virtuelles et des SIM et des identités virtuelles. Globalement, chez Idemia, je m'occupe des opérations de cybersécurité. Voilà, donc une équipe d'une dizaine d'ingénieurs un peu répartis à travers le monde, parce qu'on fait ça globalement sur tous les continents, avec des continents qui sont d'ailleurs assez autonomes dans leur activité business. Donc une carte bleue qui va être produite, qui va être achetée par un pays d'Asie, va être produite en Asie, vendue en Asie par un commercial en Asie. Voilà. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que dans le cadre de mon activité, moi, ce que je remarque, c'est que 60% de mes incidents de sécurité viennent de l'interne. Voilà. Et c'est ça qui me force quelque part à m'intéresser à cette problématique des menaces internes. Pourquoi on en est encore là, au final? C'est un gros chiffre. Oui, c'est un gros chiffre, tout à fait. Après, ce qui va être intéressant, c'est que vous êtes sur des métiers aussi qui sont totalement différents, enfin des activités aussi qui sont différentes. Donc moi, j'aimerais bien avoir aussi votre point de vue et puis votre vision d'un petit peu des impacts carrément sur le business, parce qu'on ne parle pas toujours non plus des impacts sur le business en termes de compromission, ce que ça implique pour vous, etc. Et où est-ce que vous en êtes aussi globalement en termes de maturité, justement, pour adresser ces enjeux-là au sein de vos entreprises? Moi, je ne suis pas borné dans le Première cloud. question d'introduction. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, ça paraît très prétentieux de dire qu'on est des bons niveaux de maturité. Je pense que ce qui caractérise mon activité actuelle, c'est que Miracle est une entreprise de technologie, donc on fait du software, on délivre en cloud, donc on a forcément une entreprise où le niveau de conscience des enjeux du numérique en général et de la cybersécurité en particulier est omniprésent. On ne peut pas parler aujourd'hui de vendre un service en SaaS à des entreprises en B2B. Sans se préoccuper de savoir comment on va protéger les données de nos clients, les données des clients de nos clients. Donc c'est forcément des sujets qui sont, on va dire, présents dès la conception de l'entreprise. Et en effet, c'est sûr qu'il y a vraiment des spécificités. On va avoir j'ai été dans d'anciennes vies dans des entreprises plus traditionnelles, du e-commerce, etc. On a forcément des niveaux de sensibilité différents. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde, je pense que maintenant, c'est plus un sujet... ça fait longtemps que j'ai pu rencontrer un COMEX, un PDG qui me dit « j'en ai rien à faire de me faire compromettre ». Je pense qu'on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit qu'il y a un sujet à traiter, en tout cas. De mon côté, contrairement à Thomas, nous, on est une entreprise qui était d'abord très physique sur l'outil industriel et qui a pris et réussi un virage numérique. Donc, quelque part, on a un legacy qui est peut-être plus important qu'une entreprise qui est née full cloud.
Là où je rejoins Thomas, c'est que oui, les gens ils achètent une identité sur le dark web, ils essayent, ça marche pas. Et après on pourra en parler, mais c'est comment on va bloquer ces tentatives, comment on va les détecter, comment on va essayer de voir aussi les menaces internes qui vont les leaker par eux-mêmes, et aussi comment on va aussi ficher, hein, on va récupérer ces identités volées sur le dark web avec différents mécanismes qui existent aujourd'hui. Donc voilà. Oui, il y a des vrais sujets autour de l'identité, mais au final, l'identité n'est pas la fin. Les gens, ils veulent une identité pour se connecter, mais après, c'est l'objectif, c'est la data qui est derrière ou l'impact qu'ils vont chercher à avoir. Si on prend la kill chain Mitre, à la fin, c'est quel est l'objectif final et où est-ce qu'ils veulent aller, quel impact ils veulent avoir dans le SI. L'identité, c'est qu'un vecteur. Alors, tu voulais rajouter, Mathieu ? Non, c'est bon, on va continuer. Alors justement, je vais commencer avec ma première question. Je voulais introduire une attaque qui s'est produite il y a peu de temps, hein, c'est celle de Coinbase avec les vols de données. Pour recontextualiser, et vous avez dû en entendre parler, les pirates ont corrompu des agents de support pour obtenir justement les accès privilégiés. Donc là, on est vraiment dans le cas de la menace interne, quelque part. Et donc la question que je me suis posée était de savoir finalement quelles sont les motivations spécifiques qui dominent quand on parle de menaces internes, et surtout comment on va pouvoir les distinguer des erreurs quand on fait une enquête. Thomas ? Allez, je me lance. D'abord, pour revenir et enfoncer des portes ouvertes, ce qui fait qu'un employé, si on parle vraiment d'une compromission interne telle que celle de Coinbase, ce qui va lui faire franchir cette ligne rouge entre j'en ai ras-le-bol et je vais vraiment faire une action malveillante avec des conséquences, on peut aller en prison hein, pour ce genre de blague, on va toujours trouver l'appât du gain. Je parlerai peut-être un peu plus tard d'une anecdote personnelle, mais en général, il y a une histoire derrière. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui sont en difficulté, qui peuvent être en difficulté financière, personnelle, et qui saisissent une opportunité. Ou alors, on peut avoir le cas qui est peut-être plus sournois et qui va être indirect et qui va être... Alors, je ne sais pas si c'était le cas chez Coinbase, mais ça me rappelle plutôt ce qui s'était passé chez Okta en 2022, si on s'en souvient. C'est-à-dire c'est la conjonction d'une menace interne avec une attaque par supply chain. Donc en gros, on va corrompre quelqu'un qui travaille pour un sous-traitant qui lui-même veut avoir un accès dans le but d'avoir des accès, en plus de ça, aux clients de l'entreprise qu'on cible, hein, puisque Okta fournit elle-même des services d'identité et de contrôle d'accès. Et dans tous ces scénarios, ce qui ressort, c'est toujours qu'on va avoir l'appât du gain. Un peu plus rarement, je pense, mais c'est plutôt sur d'autres spécimens, on va avoir de la revendication parce qu'on n'est pas en accord avec la politique de son entreprise, parce qu'on a un esprit de revanche, parce qu'on a été maltraité dans son entreprise et qu'on se dit je vais me venger. Mais je pense que j'ai honnêtement pas de statistiques, mais je dirais que l'aspect financier de la malversation va être largement prédominant. Dans mes notes, je m'étais noté de manière beaucoup plus très terre à terre, la thune. Mathieu, t'es d'accord ? Oui, complètement. Moi, globalement, la partie revanche personnelle, on l'a, mais c'est plutôt anecdotique, j'ai l'impression. Donc la partie aspect financier, c'est clair. On a aussi des fois des aspects idéologiques, parce que maintenant, on a la partie RSE qui arrive. Donc typiquement, moi, je suis assez concerné, parce que Motul, c'est pas notamment l'entreprise qu'on va citer en premier sur la partie RSE, même si on fait de gros efforts avec des bidons en plastique, etc. Mais globalement, il y a cette partie-là. Donc, et après, il y a surtout aussi l'aspect concurrentiel qui arrive assez rapidement, parce qu'en fait, on est sur une technologie, on a vraiment investi depuis des années sur la partie R&D. Donc, en fait, il y a une grosse problématique de se dire attention, parce que la fuite de données, c'est pas juste la fuite de données de clients, mais ça peut être la fuite de données de nos recettes, ça peut être la fuite de nos données, de nos prix de matières premières, d'achat de nos matières premières. Et ça, typiquement, c'est des choses qui posent vraiment qui posent problème, parce que typiquement, quand une personne va s'en aller, faut s'assurer qu'elle ne va pas partir avec les recettes qu'on a mis 50 ans à faire, avec le contrat qu'on a signé qui pourrait être en concurrent avec son futur employeur. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles, en fait, c'est très parlant pour nous, cette partie-là aussi. Donc, la base de clients. Moi, je suis d'accord, la menace qu'on a qualifiée d'espionnage industriel, elle est souvent sous-estimée par les entreprises. Je pense qu'on n'a pas une très forte culture en France de se préoccuper de ces sujets-là, même si la tendance géopolitique change un peu la donne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier la partie espionnage, à commencer par la base de clients. Chez nous, c'est un vrai sujet. Pour le coup, on a régulièrement des incidents là-dessus.
Et comment on fait pour différencier justement la menace interne, donc la personne malveillante, corrompue, d'une erreur? Tu veux dire quand on fait une investigation, Ouais, s'il s'est passé quand quelque on chose? fait une enquête, oui. Alors, sans rentrer dans des détails, mais en général, quand on va être sur le cas d'une compromission intentionnelle, avec vraiment volonté, typiquement, de sortir une base, par exemple, pour la revendre directement ou pour se faire payer par des ransomware qui vous auraient approché, il va y avoir toute une préparation. Donc, en gros, on va laisser des traces parce que on va avoir fait des tentatives d'accès à des systèmes, on va avoir eu des accès refusés, on va avoir testé si on peut prendre toute la donnée. Si on a fait son attaque, on va vouloir effacer ses traces, donc on a des suppressions de logs. Là où si on est sur une erreur, on va pas avoir ce genre de choses et on va plutôt avoir quelque chose qui est normal, on va dire, dans le comportement des personnes. Sans forcément avoir d'indices qui montreraient qu'il y a eu des tentatives d'accès frauduleux à de la donnée. Et je peux peut-être parler tout de suite de ce cas, parce que j'ai vécu en tant que RSSI dans une entreprise française de e-commerce qui est située à Bordeaux. Je ne vais pas les citer, comme ça on sera tranquille. Mais je venais de prendre mon poste en 2021 et c'est sorti dans la presse, hein, c'est pas très difficile à trouver. Un directeur de l'entreprise, hein, et on parle d'une entreprise française assez réputée quand même, quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui n'a jamais posé de problème à personne, qui est un copain du PDG, qui met en vente la base de données des clients sur un forum russophone. Et personne ne comprend en fait, personne ne comprend ce qui se passe. Et quand on remonte, on se rend compte que ça fait plusieurs mois que finalement, quand il y a eu le procès, etc., il y avait d'abord en effet une faiblesse personnelle qui a fait que il a commencé à voir, est-ce que je pourrais pas accéder à ça, est-ce que je pourrais trouver cette donnée, et puis finalement, est-ce que je peux tout prendre avec les droits? Ah bah oui, du coup je fais des premières tentatives, puis qu'est-ce que je fais d'une base de données de 50 gigas, c'est quand même pas si facile à sortir. Donc je commence, et puis comment je fais pour me créer un compte sur Red Forum, c'est pas forcément à la portée du premier venu. Et on se retrouve finalement avec, quand on va chercher, et puisqu'en plus cette affaire a été judiciarisée, on trouve plein de traces qui font que la personne ne peut pas plaider une erreur. Hein. On sait qu'elle a volontairement accédé à des données, qu'elle les a concaténées, qu'elle les a exportées, et puis en plus qu'elle les a mises en vente. Donc là, il n'y a plus de doute. Dans ce cas de figure, tu avais des cas qui étaient quand même avant-coureurs. Il y avait quand même des signes, je veux dire, plutôt avant-coureurs et qui vous ont permis de détecter en fait ce qui se passait. Alors malheureusement, on l'a détecté quand on l'a un peu en vente. tard, en général, on détecte plutôt un peu tard ce genre de choses parce qu'on n'a peut-être pas les bons outils, les bons processus non plus à mettre en œuvre ou mis en œuvre en fait en interne pour pouvoir se prémunir face à ce genre de menaces. Il y a des études, il y a des outils d'analyse comportementale, par exemple, qu'on peut utiliser avec la jonction de machine learning, de l'IA, par exemple, qui vont étudier des déviances en termes de comportement dans l'organisation. Par exemple, une personne qui va se connecter, à un serveur, à une base de données, à un horaire qui n'est pas un horaire normal, d'une machine qui n'est pas la sienne, on va avoir la capacité, aujourd'hui, avec les technologies qui existent, de pouvoir le détecter et de prendre, en fait, les actions avant qu'elle n'arrive, parce qu'on va être en capacité justement d'identifier ces signes avant-coureurs. Mais je ne pense pas que toutes les entreprises non plus sont équipées aujourd'hui pour justement contrer ce genre de menaces. En effet, je pense qu'on parlera plus tard de détection. Là, dans le cas que je présente, en toute transparence, il y avait des traces dans les systèmes, mais elles n'ont pas été exploitées, elles n'ont pas été utilisées par les équipes de sécurité pour détecter. C'est un service de sécurité interne, externalisé, qui a détecté l'action malveillante de mise en vente de la donnée sur des forums. Le délit était fait. Donc, malheureusement bien connu. Est-ce que vous avez d'autres cas justement emblématiques de tentatives de piratage qui a fini en une menace interne? Moi j'en ai un alors j'en ai même deux, un interne et un externe. Un externe qui n'a pas été médiatisé pour ça, mais qui est très médiatique, c'est Edward Snowden. En fait, j'ai lu le livre d'Edward Snowden, où il explique un peu tout ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant quand on lit ce livre, c'est qu'il explique tout ce qu'il a consulté en amont. Donc il dit, vous inquiétez pas, les Américains ont bien marché sur la Lune, parce que j'ai pu consulter le dossier. Mais ça pose la question de, le gars a accédé à tout
avant de faire sa fuite. Après, voilà, beaucoup de gens trouvent ça louable ce qu'il a fait, et je ne suis pas là pour parler de ça, mais clairement, il y a quand même une fuite monumentale de choses qui étaient interdites par son institution, même si un grand nombre de personnes diront que c'était bien. Voilà. Et un cas interne qu'on a eu, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est haut placé dans l'entreprise, pas pour des motifs. Alors, le problème, c'est qu'on n'a plus intercepté, donc la question de la motivation reste floue parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, mais qui a transféré l'ensemble des répertoires stratégiques de l'entreprise, donc R&D, finance, voilà, et on a réussi du coup à contenir tout ça. Mais avant toute utilisation de cette donnée, et la détection, c'était pas de l'intelligence artificielle, c'était de l'intelligence humaine, où l'humain, le manager en fait de la personne dit j'ai confiance à la personne, mais voici le PC quand même pour vérifier. Et il s'avère qu'après vérification, oui, il y avait beaucoup de choses, et on est passé à deux doigts d'une catastrophe monumentale. Quelque chose d'important. Et après, ça rencontre l'erreur et la vraie volonté, c'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai un cas qui est relativement classique, c'est globalement, c'est une personne qui démissionne et puis globalement qui efface tout son SharePoint. Si elle efface, ça va, si elle le copie. Qui était le SharePoint commun, qui était partagé avec tout le monde. Et voilà, globalement, quand on lui dit est-ce que tu as fait exprès, ah ben non, j'ai pas fait exprès. Bon, après, comme tu dis, on a trouvé de toute façon tout ce qu'il avait essayé d'effacer derrière. C'est souvent le cas quand tu as des gens qui ont toujours des droits et qui quittent l'entreprise. C'est ça. Ils exfiltrent des données, etc. Que ce soit des bases de ou avant de partir ou autre. Franchement, quand les analystes cybersécu débarquent face à personne et disent on a détecté ça, explique-nous, en 10 minutes, on arrive à savoir au comportement si c'était voulu, pas voulu. Ah ouais, ça se voit tout de suite. Ah ouais, c'est culpabilité, stress, la manière de réagir, la manière de cacher, la manière de ses réponses. Parce que dans la réponse, on peut voir s'il y avait une forme de préparation. Ouais. Et au final, il y avait quand même de l'humain derrière. Et même à distance. Même à distance. Ouais, okay. Après, on a de la chance chez nous parce que mon service est réparti en multiplaques, donc on a du multiculturel, mais même à distance, quand on demande des explications, quand on voit et surtout, on demande des explications sans forcément révéler l'ensemble des indices qu'on a. Et quand il y a des choses qui ne corroborent pas, on voit que la personne, en fait, elle n'est pas de bonne volonté ou pas de bonne foi. Et puis, après, je pense que c'est assez classique. Et après, on abandonne garde. Et puis, la personne, elle dit « Ah bon, non, je savais pas, machin. » Et puis, en fait, on se rend compte que c'était pas la bonne foi. Et des personnes de bonne foi, il y en a beaucoup plus que de mauvaise foi, heureusement. Mais rarement des trucs aussi graves. Mais voilà. Et justement, quand on parle de menaces internes, c'est pas nécessairement un salarié, hein, c'est ça. On peut avoir des cas où... Alors, comment ça fonctionne? Alors, parce que dans les cas emblématiques, Snowden, que je m'étais noté aussi, parce que je pense que pour le coup, c'est l'exemple qu'on a de motivation revendicative avec un message politique derrière. Ouais. On a quand même pas mal d'exemples de gens beaucoup plus la thune, avec des contre-exemples intéressants. Donc en 2020, Tesla, un salarié à qui on a littéralement proposé 1 million et qui préfère défendre son entreprise. Donc on a aussi des beaux cas de menaces internes déjouées par des humains bienveillants, et enfin, j'espère qu'on en reparlera. Et une qui est un peu plus ancienne et dont on avait moins parlé, mais que j'aime bien parce que c'est typiquement l'ancien salarié qui a des connaissances, c'était Capital One, ça date un peu, 2019. Donc c'est une ancienne salariée d'AWS qui donc a une très bonne connaissance des misconfigurations et de ce qu'on peut faire quand on a des gros accès dans des S3 mal configurés. Et qui vole chez Capital One, hein, donc cette banque, des centaines de millions de records. Et donc on a vraiment le double cas, l'ancien salarié qui, par des connaissances qu'il a eues, va aller voler de l'information d'un autre employeur. Donc on a des exemples de motivation financière, malheureusement, presque tous les jours, si on lit bien la presse. Moi j'ai un exemple, mais pas lié à des menaces internes directes, mais plutôt il y avait un étudiant américain, enfin un étudiant, c'est plutôt un lycéen qui avait une quinzaine d'années, en 99, qui s'appelait Jonathan James,
qui avait hacké en fait le ministère de la Défense américaine et qui avait réussi à pénétrer en fait des serveurs. En pénétrant les serveurs, il avait ouvert une backdoor aussi. Et il avait réussi à exfiltrer en fait des mails dans lesquels il y avait des passwords et des identifiants en fait d'utilisateurs qui étaient en clair dans les emails. Il les a réutilisés justement pour pouvoir ensuite attaquer la NASA et pour avoir accès aux logiciels qui contrôlaient la Station spatiale internationale. Alors, c'est pas une menace interne parce que le gars était à l'externe, mais il a utilisé des process qui étaient peut-être mal établis justement en interne dans la société pour pouvoir justement exfiltrer des données, quoi. On tombe sur l'identité. Hein. Oui. Et je pense aussi à un cas récent marrant qui m'est venu parce que c'est des gens qu'on regarde. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Rippling, c'est une boîte américaine qui fait de la gestion de people en plus, ce qui est assez amusant, des outils de software. Et elle a un gros concurrent qui s'appelle Deal. Et ils sont écharpés par voie de presse interposée après un procès parce que c'est donc... alors je ne sais plus lequel des deux, je vais essayer de ne pas me tromper, mais je crois que c'est Rippling qui accusait l'autre entreprise de l'avoir espionné. Et alors c'est James Bond. Donc ils ont fait embaucher chez le concurrent une taupe, une mule. Et le gars a commencé à aller pomper tous les trucs stratégiques, etc. Et comme ces deux entreprises qui se regardent comme ça face à face, les autres s'en sont rendus compte et donc ils ont créé un honeypot, ils ont fait un faux canal Slack interne avec des infos très stratégiques mais dans lequel personne de mal intentionné ne pouvait aller puisque c'était pas un vrai canal. Et donc le gars est allé dedans, a sorti des fausses infos. C'est allé au procès et ils se sont écharpés par voie de presse. Donc on peut aller jusqu'à se faire embaucher chez le concurrent pour lui voler des infos ou lui nuire de manière directe en sabotant ses systèmes. En fait, ce qui est très intéressant quand ça va au procès, les procès sont souvent publics. Ouais, on a des infos. Donc on a des infos, on a la fin de l'histoire, il y a une enquête policière. Donc ça surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis, oui. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors justement, on a les identités non humaines, telles que les agents IA ou IoT, qui se multiplient. A-t-on suffisamment justement anticipé ce risque en termes de surface d'attaque ou de menaces internes ? J'ai un avis assez tranché là-dessus. Dis-nous tout, Yves. Ouais, avant de parler justement de la gestion des IA, de l'IoT, etc., moi je pense qu'il faudrait déjà parler des identités humaines, quoi. Est-ce qu'on est déjà suffisamment mature aujourd'hui dans les organisations pour pouvoir gérer ces identités-là ? Je ne suis pas tout à fait certain, donc on met un peu la charrue avant les bœufs. Particulièrement en France, si je compare par rapport à d'autres pays, ils sont plus early adopteurs sur les technologies, etc., qui mettent plus rapidement en place en fait, ce genre de processus. Aujourd'hui, alors moi ce que je peux constater, c'est parce que en tant qu'éditeur, on est souvent dans des consultations, des RFP, etc. J'ai énormément de clients aujourd'hui qui lancent des RFP, par exemple, des consultations, pour mettre en place des choses basiques, c'est-à-dire gérer les identités humaines déjà dans un premier temps, mettre en place ce qu'on peut appeler un vault ou un bastion, parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc il y a encore des grands clients en France, ou des clients de toute taille d'ailleurs d'entreprise, qui n'ont pas fait cette première démarche, je dirais, et mis en place des fondations pour la gestion des identités. Et pour moi, c'est une vraie problématique. Donc je dirais que parler de l'IA maintenant et de l'IoT, c'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs, quoi. C'est que là, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je te rejoins là-dessus. En fait, effectivement, il y a la partie aussi sensibilisation. En fait, aujourd'hui, les personnes, maintenant, tout est digitalisé. Et les gens ne se rendent pas obligatoirement très compte de l'impact que leur login, mot de passe, ils ont sur l'entreprise. Donc c'est vrai que fait, en arrivant chez Motul, là, typiquement, c'est cette partie-là qui était un petit peu oubliée, avec des SharePoint qui étaient en accès libre de partout, un VPN qui était en any-to-any. On s'est corrigé depuis. Mais ouais, globalement, c'était cette partie-là qui était faite. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse partie, c'est pour ça que j'ai pris la casquette CISO à un moment donné, parce que justement, il y avait la partie sensibilisation, acculturation des équipes. Donc après, on a fait de la cybersécurité awareness aussi pour justement annoncer aux personnes voilà, voilà les impacts que ça va donner. Les habituer aussi à des tentatives de phishing. C'est vrai que cette partie-là, en fait, c'est vrai que c'est une grosse partie de sensibilisation qui est largement insuffisante, de toute façon, mais qui est nécessaire au moins pour démarrer. On a fait ça jusqu'au niveau du COMEX pour pouvoir faire des simulations d'attaques. Et c'est vrai que cette partie-là, en fait, typiquement, c'est ce que tu dis, c'est que c'est back to the basics, mais c'est vrai que typiquement, c'est aussi bien les outils que la sensibilisation des personnes. Donc, alors, je ne veux pas parler pour le marché, mais c'est pas bien de ne pas avoir un Vault. Après... Alors oui, il faut faire les basiques, il faut mettre des bastions, il faut faire du PAM, je pense qu'on parlera peut-être de solutions un peu plus tard, mais ceci étant, les identités non humaines, c'est pas que de l'IA non plus, et typiquement quand on est dans le cloud, on a beaucoup d'identités qui sont pas des logins et des mots de passe, qui sont des clés d'API, qui sont des scripts, des chats.
des scripts, ça peut être, mais ça va être typiquement des droits d'accès dans le cloud qui permettent d'accéder à certaines ressources, qui permettent de créer d'autres ressources, etc. Et on se retrouve avec des chemins d'attaque sur les identités qui deviennent vite très complexes à gérer et où, selon ce qu'on fait, donc évidemment, si ce qu'on a, c'est des serveurs Linux avec des admins, on n'en est pas là, mais quand on gère du cloud public à l'échelle, on est quand même un petit peu obligé de se préoccuper de savoir, et notamment via des Vault, les solutions, elles sont quand même connues, mais on est obligé d'avoir aussi une gestion de ces identités qui sont non humaines, qui sont utilisées uniquement par des machines et qui sont aussi malheureusement très vulnérables. Et surtout, quand elles se font compromettre, c'est un peu moins visible. Parce que finalement on a des machines qui continuent de parler à des machines dans leur fonctionnement totalement normal et c'est beaucoup plus difficile de détecter ce que... Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, quand on se pointe devant l'humain et dit t'as fait quelque chose de pas bien et que ça, quand on va voir un compte machine to machine, il devient pas tout rouge. Mais le VPS dans Amazon. Je crois qu'on sous-estime aussi le nombre d'identités non humaines aujourd'hui dans les organisations. Je lisais une étude du Gartner qui disait globalement 60% des identités sont non humaines. Les identités machines, etc. Et là, je te rejoins aussi sur un point, Thomas. Chez moi, c'est 99%. Ouais, voilà. Donc après, ça dépend peut-être des organisations, mais souvent, on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment elles fonctionnent. C'est pas bien. On n'est pas, mais c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est pas bien, mais on n'est pas toujours en capacité non plus de faire de la découverte de ces identités-là. Après, moi, ça me pose une autre question, quoi. C'est comment les gérer. Parce que les identités humaines, on sait comment les gérer. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les mêmes politiques de sécurité en fait, qu'on peut avoir sur les identités humaines, sur la partie justement compte de service, on peut même avoir des machines, etc. Quoi. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Quoi. On peut avoir des politiques beaucoup plus agressives. On peut avoir typiquement des tokens qui sont valables quelques secondes, qui sont valables juste une fois pour un script donné. On peut aller beaucoup plus loin quand on gère des identités machine to machine. Encore faut-il en effet les identifier, les connaître. Ce qui va dépendre de la maturité de l'organisation. Ma compréhension, c'est qu'au final, l'identité, ça devient un framework pour mettre tout un tas de choses au-dessus, que ce soit des humains, de l'IA, des comptes de machines, des comptes de services et des choses comme ça. Et que c'est ça qui va permettre aussi à terme d'avoir un contrôle d'accès plus adapté et plus future-proof au final sur... Pour moi, c'est un nouveau périmètre de sécurité. Enfin, je le définis en tant que tel quand on est à la sécurité périmétrique, par exemple, le firewalling, etc. L'identité aujourd'hui, elle va toucher à toutes les couches de l'infrastructure. Tu parlais du cloud typiquement aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on soit en capacité, que toutes les organisations soient en capacité de gérer aussi tous les accès, les droits d'accès, par exemple, quand tu es justement dans le cloud. D'autant plus qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup les clouds publics. Donc voilà, il faut être en capacité de gérer un environnement qui a complètement évolué, alors dû notamment à la transformation digitale, l'accélération de l'adoption numérique, etc. Et le fait aussi qu'on a pas mal il y a une explosion aussi des identités, parce que on utilise plus en plus aujourd'hui d'équipements mobiles, etc. Il y a plus en plus d'utilisateurs distants qui viennent se connecter à l'organisation, pas que les internes, les externes aussi. Et il faut être en capacité de gérer en fait toute cette population-là, quoi. Et ça, c'est un vrai challenge et un challenge complètement différent aujourd'hui à adresser, quoi. Alors justement, est-ce que la gestion des identités et des accès type IAM, par exemple, elle parvient à limiter efficacement justement ces menaces internes ? C'est un vaste sujet. Déjà, il y a une erreur à ne pas faire, je pense. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas donner un compte qu'on donnerait à un humain à une machine, à un agent IA, à un compte de service. Ça, personne, jamais. Des fois, ouais, mais parce que tu es dans une boîte où... Le mot de passe dans un script, on l'a tous connu. C'est ça. Mais ça, donc, et ça existe toujours. Mais c'est quand même un fondamental qu'il faut chercher tout le temps à éviter. Après, du coup, l'IAM, s'il n'y a pas d'IAM efficace, l'entreprise, ça devient un gruyère. Et puis quelque chose, en tout cas, nous qui dans notre chemin critique dans la résolution de nos incidents, c'est toujours de très vite identifier à qui est l'asset, à quelle identité appartient l'asset qui a été visé. Et ça, chez Demi, on est assez mature pour ça sur notre IAM Corp. Et c'est ça, on gagne beaucoup de temps dans l'identification de la personne, de la ressource qui a été impactée parce que notre IAM nous le permet. Alors justement, on va poser la question au public qui nous suit, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que la gestion des IAM, des accès IAM, parvient à limiter justement efficacement les compromissions internes ? Donc vous pourrez répondre oui, non.
Ça dépend. Et puis après, justement, est-ce que vous aviez des éléments peut-être à rajouter sur cette question? Oui, je pense que c'est indispensable. De toute façon, c'est comme ça fait partie de la toolbox un peu minimale. Indispensable, mais pas suffisant, à mon avis. Non, c'est ça. Non, c'est genre indispensable, ça ne veut pas dire suffisant. L'IAM, c'est une partie de la gestion des identités qui permet de résoudre des problèmes de compromission. Mais l'IAM va être plus gérer en fait les accès des utilisateurs. Si je prends l'exemple du PAM, le PAM va plus sécuriser en fait les accès, les privilèges, les connexions, l'authentification en fait des utilisateurs. Donc je pense que Le PAM est une partie de l'IAM. non, mais tu as le PAM aussi, tu as l'IAG par exemple qui va gérer aussi tout ce qui est onboarding des utilisateurs, son évolution interne, l'offboarding, etc. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est une combinaison de différents types de solutions aujourd'hui. Et pour moi, l'IAM n'est pas suffisant pour apporter une réponse totale à ce genre de problème. Il y a plein de sous-couches dans l'IAM. Après, enfin, je ne sais pas si vous partagez ça. Moi, j'ai jamais connu un projet IAM qui se passe bien, premièrement. Ah bon? Non, vraiment, sincèrement. Et pourquoi Alors pourquoi, oui, par contre Pourquoi Parce que les projets IAM, par essence, ont des parties prenantes qui sont très diverses. Donc ça va concerner les RH, c'est des problématiques métiers. Et c'est ça. Il va falloir aligner des parties prenantes. Ça tombe sur un DSI, en général, il vient d'arriver, il se dit cool, un projet avec des millions. Il prend le truc, ça va toujours dans le mur. J'ai jamais connu un projet IAM qui tienne ses délais, ses finances, ça va toujours dans le mur. Nous, on l'a fait chez des... Si tu demandes à n'importe quel DSI de la Terre, est-ce que tu es content de ton IAM, il va toujours dire non, pour peu qu'il ait racheté une boîte ou n'importe quoi, il va être en panique. Donc c'est un sujet qui fait peur à tout le monde, qui est en effet, il faut faire... On ne peut pas gérer une entreprise sans gérer ses identités, ses accès, ce serait suicidaire. Et c'est en même temps un sujet qu'on sous-traite énormément à des spécialistes qui viennent essayer de remettre ça sous contrôle, très souvent. Personne n'a vraiment envie de s'en mêler. Et donc, Mais je te rejoins, Thomas, parce qu'au final, pour moi, l'enjeu d'une bonne IAM, elle est rarement technique. Au final, c'est là une coordination des RH, des admins IT, des managers, de l'outil ITSM pour faire la bonne demande d'accès IAM, des application owners qui vont dire mais attends, mais moi de mon IAM il me faut tel accès, mais comment je fais dans le processus pour demander l'accès à tel utilisateur pour que ça marche dans mon IAM, dans mon AD. Et en fait, pour revenir sur peut-être plus de la cybersécurité, je pense pour que ça tienne dans le temps, je pense qu'il est aussi très important d'avoir une design authority qui tienne le coup et qui est capable de dire bah non, ton projet il n'ira pas en prod parce que tu ne t'es pas intégré à l'IAM. Alors, ce que je constate parfois, moi, pour gérer ces aspects-là dans les entreprises, parfois on prend des briques de solutions à gauche, à droite, et on bricole un petit peu un pseudo-IAM pour pouvoir gérer justement certains aspects. Mais il n'y a pas d'outils spécifiquement, pas toujours en tout cas. Ça, c'est quand le DSI n'a pas les millions. Ou pas. Ouais, Et c'est vrai que parfois c'est construit en interne. Et honnêtement, je pense que souvent les problèmes, ils ne sont pas tellement dans la technique, ils sont dans la glu, dans les process, dans les parties prenantes, dans le gars qui fait sa propre identité divergente parce qu'il n'est jamais content et il n'a jamais les identités à l'heure quand il y a un nouveau, etc. Et en effet, c'est des sujets que personne... Et du coup, à mon avis, la réponse à peu près directe, c'est on a beau avoir tout l'IAM et même des PAM et même tout ce qu'on veut en place, il y a quand même des compromissions internes. En effet, il faut les avoir et ça ne résout pas tous les problèmes, clairement. Non, ça permet de les limiter, ça permet de les réduire. Après, ça permet justement d'adresser toutes les problématiques d'onboarding, offboarding, crossboarding qui sont quand même très compliquées à gérer. Et là, je te rejoins aussi, c'est la partie RH qui, de toute façon, est partie prenante plus qu'importante. De toute façon, c'est elle qui définit les process. Après, on a beau avoir un lien, une synchronisation avec l'Active Directory, avec le SIRH, ça n'empêche qu'on a tout à faire. Donc. Après, ce qu'il faut, comme tu l'indiquais aussi, c'est... avoir une bonne communication entre les différents services, donc RH, l'IT, parce que souvent quand tu as des utilisateurs qui partent, par exemple un employé quitte une entreprise, la RH est au courant, l'IT n'est pas au courant. Donc qu'est-ce que fait l'IT ? Elle laisse les droits, aujourd'hui, des accès VPN ouverts ou des choses comme ça, et c'est là où on crée aussi des failles de sécurité. Après, je pense qu'il faut une bonne communication aussi entre les services, il faut avoir les bons process mis en œuvre aussi pour pouvoir suivre ce qui se passe, et ensuite ce qu'il faut également, c'est automatiser en fait les procédures et pouvoir les centraliser. Parce que ça, c'est la clé aussi de la réussite de la gestion en fait, je pense, d'un IAM. Il y a automatiser et aussi faire des vérifications manuelles. Quelque part, moi, ça n'empêche pas. Tu as beau automatiser, il y aura toujours un cas particulier. On l'identité, En général, un manager d'une BU qui aura autorisé de maintenir une boîte aux lettres le temps que le stagiaire arrive, une stagiaire va mettre 6 mois pour venir. Typiquement, c'est le genre de trucs comme ça. Donc, à un moment donné, on a beau automatiser, il aura mis le coche, il aura mis la case
case ne pas désactiver et on garde comme ça. Donc, Alors, justement, le public a répondu. Donc, l'IAM aujourd'hui permet-il suffisamment de limiter les menaces internes à lui seul? Alors, on a 42,88% qui vous disent oui, 14% qui vous disent non et 42% qui vous disent ça dépend. Alors, Il y a des gens qui sont très très confiants en fait. je trouve. Apparemment. Ouais, Bah alors, apparemment. justement, je pose la Ça, question. Si l'IAM, c'est pas suffisant, alors sur quelle technologie on doit s'appuyer justement pour pouvoir détecter ces menaces internes avec précision, si c'est Est-ce que possible? vous utilisez Tu veux nous parler de PAM? Oui, je vous parlais de PAM. On peut parler de PAM, on en a cité pas mal déjà, je pense. Hein, Comme vous connaissez bien le PAM, donc. En effet, le PAM, qui est donc tout ce qui est gestion des accès à privilèges. Alors attention, ça se concentre sur une certaine population en général, les solutions PAM, puisqu'elles vont aller donner souvent l'accès aux ressources les plus critiques, en général. Chez nous, on discerne 4 types de populations différentes. Il y a les IT admins. Alors, historiquement, ceux qui avaient accès aux serveurs, aux data centers, etc. Et vraiment la catégorie principale qui utilisait le PAM auparavant. De plus en plus aujourd'hui, les business users, donc des gens différents qui sont dans d'autres entités en fait que l'IT dans l'organisation. Les développeurs, beaucoup, et de plus en plus aujourd'hui. Alors tu parlais typiquement des mots de passe en clair dans les pipelines CICD, ce genre de choses, c'est des choses qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui. Et souvent, les développeurs aiment bien bypasser les process de sécurité parce qu'ils aiment bien aller vite, etc. Donc ça, c'est le cas aussi. Et après, il y a tout ce qui est identité machine, en fait. Donc nous, on fait le distinguo entre ces 4 populations parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut qu'on les adresse aussi de manière différente avec des technologies aussi adaptées. En fait. Bon, c'est vrai. Bon, il y a quand même le P qui veut dire privilège. Donc déjà, on est quand même normalement sur des populations qui ont par nature accès à des informations sensibles. C'est évidemment celles qu'il faut protéger en premier. Donc évidemment, on en a cité pas mal. Et je pense qu'en effet, avec la chance qu'on peut avoir dans les entreprises, peut-être qui n'ont pas de legacy comme la mienne, c'est assez facile finalement d'automatiser tous les process et de dire que c'est très simple, c'est hors de question, un secret il est dans un vault, c'est obligatoire, sinon tu ne pourras pas le mettre en prod et on essaye de les empêcher de bypasser les process. Ils essayent Alors, je pense que ça, c'est peut-être un autre sujet sur lequel je pense qu'il faut insister lourdement. C'est une question de culture d'organisation, de responsabilité des personnes. Dans une entreprise qui est full DevOps, c'est-à-dire que chez Miracle, le gars qui fait la connerie, c'est lui qui va la payer, c'est lui qui va réparer le problème. Donc les gens sont owners de tous leurs assets, ils sont très responsables. Donc en général, s'ils essayent, c'est pas par malveillance en tout cas pour le coup. D'accord. Mais on peut avoir des gens qui veulent prendre des raccourcis, qui veulent essayer d'aller plus vite, etc. Mais d'une manière générale, je pense qu'on a souvent affaire à des populations qui veulent bien faire, mais qui soit n'ont pas les outils, soit qui ne connaissent pas. Et bon, moi, c'est un de mes mantras en cybersécurité depuis très longtemps. C'est très sympa de dire toujours les grandes phrases. Le maillon faible est entre la chaise et le clavier. C'est Robert qui pose tous les problèmes alors qu'on a mis des WAF et des firewalls partout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que c'est souvent un humain qui va poser le problème, mais c'est de la faute des gens qui mettent de la technologie. Et donc, il faut que faire quelque chose de mal sécurisé, ce soit plus compliqué, plus coûteux que de faire bien. Ça, c'est comme ça que je pense qu'on arrive à changer les cultures dans les entreprises. Donc si le gars, il met dans son GitHub et c'est tout conforme à la checklist et ça part direct en prod, alors que s'il doit bypasser les alertes, les règles et le RSSI qui l'engueule et qui bloque et qui fait une revue de sa PR, bah le dev, il va avoir envie de faire bien sécuriser puisque en même temps, ça va lui faire gagner du temps. Et collectivement, en cybersécurité, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est à nous de donner aux utilisateurs le fait que de la sécurité soit facile. Cette étape de je push sur GitHub sans aucune restriction et je push avec des checklists sinon je vais me faire engueuler, elle rajoute du travail quand même au final. Sauf si il n'a pas le droit de pusher son checklist et du coup, s'il veut le faire, il est obligé d'aller bricoler quelque chose et en plus de ça, il va se faire engueuler. Et du coup, le passage, alors c'est la cible, mais le passage de il n'y a rien à une bonne sécurité, il y a une gestion du changement qui, notamment chez les développeurs, qui peut nécessiter, surtout dans un environnement multiculturel, on dit qu'est-ce que le siège nous a encore pondu comme truc indigeste. RSSI, voilà, c'est ça. M'empêcher de... Exactement. Alors j'entends... Vas-y. Ouais, non, j'ai un commentaire par rapport à ça. Je pense ce qu'il faut aussi, c'est avoir la capacité de gérer le contexte en fait dans l'entreprise, dans l'organisation. C'est de donner le bon accès aux gens, au bon moment,
pour certaines cibles, etc. Et leur donner aussi l'accès, ce qu'on appelle par exemple du just-in-time. Donc une fois qu'ils ont terminé leur mission, on révoque les droits et ils n'ont plus le droit ensuite d'accéder à la cible. Donc c'est ce genre de mécanisme aussi qui est peut-être pas assez souvent à mon sens mis en place aujourd'hui, qui permet justement aussi de limiter certaines dérives. Donc le just-in-time, just-enough privilege par exemple, ça c'est quelque chose qui est important et qui se démocratise de plus en plus, mais pas suffisant encore aujourd'hui, quoi. Et pour revenir sur les outils, alors on peut tout citer. Hein. J'ai vu le grand retour du DLP, là, c'est très à la mode. Ouais. Ça n'a jamais marché depuis 20 ans, mais on sait Non, mais jamais. on parlait Peut-être que maintenant ça va marcher. Moi, je pense que tu en as un peu parlé, mais derrière le SSO, en gros, tout ce qui va être automatisation, donc le SSO sur les applications, les automatisations des processus d'offboarding, onboarding, tout ce qui fait que finalement ça va se faire tout seul, tout ça, ça va faire enlever plein d'erreurs humaines. Et après, je vais rajouter 2 petites choses. D'abord, quels que soient les outils qu'on met, il ne faut pas oublier de les superviser. Ça, c'est une constante aussi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Ce qui est de toute façon la question, hein, la détection. encore faut-il que l'alerte, parce que souvent les alertes, elles sont là, les logs, elles sont là, il y a un tool, etc. Mais y a-t-il quelqu'un dans un SOC chez Jean qui a vu l'alerte, qui l'a prise au bon niveau, qui l'a traitée? Donc on a beaucoup de process de détection. Et qui n'a pas besoin d'appeler l'équipe IAM pour réagir aussi. C'est pas mal. Si, Ça, c'est Qui est important. autonome. Qui est autonome pour réagir. Et après, et le dernier point, c'est que je veux dire, quelles que soient les technologies, et c'est un de mes combats aussi dans mon entreprise et dans ma vie professionnelle, c'est des questions de culture, la sécurité. Donc, typiquement, le dev qui se trompe, mais qu'on va mettre en confiance en lui disant voilà comment ça va mieux se passer, voilà ce que ça va t'empêcher comme problème. Le gars à qui on a appris qu'il faut reporter des incidents et qui du coup a vu son copain faire un truc bizarre mais qu'il n'a jamais dit parce qu'on ne fait pas trop ça, etc. Donc toute cette culture qui va faire que tous les salariés deviennent les gens qui font la sécurité. Et si on prend, souvent, tu le disais tout à l'heure, très souvent, c'est un humain qui va avoir détecté la chose, alors même qu'on avait les outils pour les détecter. Donc, les outils, c'est bien, mais Parce les qu'au people et les final, process, l'attaquant, quelque part, il reste humain. Enfin, il s'industrialise, s'automatise, utilise des outils d'IA, voilà, comme tout le monde, mais il reste un humain. Et du coup, tant qu'on a des humains en face, on a toujours besoin d'un humain pour détecter, pour finir de détecter. Et ça, c'est un point particulier parce que l'attaquant va chercher la faille dans la machine. Donc si il cherche une faille dans une machine qui détecte et qui protège, il y aura besoin aussi d'un humain pour aller regarder ce qui se passe dans cette machine qui détecte et qui protège pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal justement. Alors, tu voulais rajouter? Non, il y a d'autres technologies qui existent aussi. Moi, je pense par exemple à l'ITDR. L'ITDR, c'est une extension, je dirais, de l'EDR, XDR, etc. Ouais. Ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur les postes de travail, etc., mais qu'on applique aussi sur la partie identité. Donc ça permet de faire de la détection aussi, de la corrélation d'événements et aussi de la rémédiation. Donc ça, c'est des outils aussi qui permettent de gagner énormément de temps, d'améliorer la productivité aussi des équipes, typiquement, notamment quand on a des grandes équipes, et d'automatiser aussi les tâches. Et après, il y a la partie KIEM aussi, alors pas confondre avec le SIEM, c'est Cloud Identity Entitlement Management. Voilà. Donc ça permet de prévenir en fait les problématiques en fait de sécurité liées à l'identité, mais dans des environnements cloud, multi-cloud. Donc typiquement, on évite quelque part qu'une porte soit ouverte dans des environnements cloud, notamment cloud public, etc., quoi. Donc on a quand même l'embarras du choix en termes de technologie, je pense, pour parer à pas mal de problématiques. Après, on ne peut pas tout mettre en place non plus, ça je le comprends, c'est ce que je peux constater aussi. On aimerait bien tout avoir, mais on ne peut pas tout avoir, quoi. Après, il y a tout avoir budget, gratuitement. Et avoir tout avoir ne résoudrait pas forcément tous les problèmes. Voilà. Donc, il y a encore une fois beaucoup de process. Et la partie budgétaire, d'ailleurs, c'est une problématique importante pour pouvoir justement s'offrir cette technologie. Donc, en effet, il faut avoir des moyens. Et puis vraiment, je pense que j'insisterai jamais assez, mais on peut empiler toutes les briques de technologie les plus up-to-date de la Terre et se faire trouer lamentablement. On a des exemples. Enfin voilà, on peut mettre tous les acronymes du Gartner, des solutions de sécurité. Surtout en ce moment, il suffit de passer quelques jours dans le sud de la France pour en avoir pas mal. En octobre, en mai, en avril, il y en a tout le temps.
C'est important, mais enfin voilà, moi je pense toujours qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre problème, c'est quoi le bon outil, et en renversant cette approche, on trouve les budgets, on trouve les raisons. Si on est capable d'aller démontrer les valeurs, c'est pas forcément un problème. Mais en effet, on a beaucoup de gens qui ont empilé plein d'outils et qui comprennent pas pourquoi ils se font quand même trouer. Alors justement, je voulais revenir sur le cas. J'ai cru comprendre qu'il y avait des hackers qui se faisaient passer justement pour des candidats, passer des entretiens d'embauche pour pouvoir justement obtenir des accès. Comment on fait pour se prévenir de ce genre de situation? Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et comment on fait? On disait tout à l'heure que c'est arrivé pour de vrai. C'est arrivé. C'est arrivé pour de vrai. C'est arrivé. Il y a des mécanismes déjà tout simples de choses à faire, comme demander une caméra obligatoire, scruter tout ce qui est fond dans les réunions Teams et autres. Et après, moi, je reste persuadé que, surtout sur de l'international, d'avoir un manager local, quelqu'un qui va juste voir la personne, peut-être 2 heures en physique, malgré tout, ça restera toujours la meilleure réponse. Après, on ne reconnaît pas forcément un hacker comme ça, même sur une caméra. Non. Mais par contre, là, on était vraiment sur un cas de télétravail, à distance. Voilà. Après, c'est sûr que si la question c'est comment je préviens de quelqu'un qui se fait embaucher avec des intentions malveillantes, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe à détecter. Voire quasiment impossible en fait, jusqu'au moment où ça il faut être arrive. bon physionomiste. C'est très dur à détecter. Non, en vrai, c'est pas fait. Alors, moi j'ai une anecdote très personnelle, c'est un scénario qu'on a joué en Red Team, c'est une obsession de mon boss. Donc c'est un scénario qu'on a joué en Red Team, on a payé une entreprise et on leur a dit trouver un moyen de venir, ils ont dit on peut tout faire, on a dit oui, donc ils ont postulé et il y a quelqu'un qui est venu passer un entretien en physique. C'était quelqu'un qui connaissait très bien son métier, un très bon développeur, donc il a fallu à un moment donné, ils m'ont dit qu'est-ce que je fais, je signe le contrat. Donc j'ai appelé la RH, j'ai fait non, merci de ne pas signer ce contrat parce qu'après on va avoir des problèmes juridiques. Mais vraiment, le gars aurait pu se faire embaucher. Alors, le détecter, il y a des choses. Il y a du background check, il y a des sociétés spécialisées dans le background check. Ça prend du temps. Ça pose 2 questions. D'abord, la première, c'est est-ce que c'est bien éthique ? La deuxième, c'est même est-ce que c'est bien légal? Ça va dépendre des géographies, etc. Ça coûte de l'argent. Ça se fait beaucoup. Ça coûte de l'argent. C'est un service. Ouais, voilà, ça ralentit les process à un moment où tout le monde veut recruter très vite. Ça prend à peu près un mois. Chez nous, je vous donne un ordre d'idée, mais c'est quelque chose. Ça dépend des fournisseurs. Et surtout, on peut quand même le bypasser parce que finalement, c'est pas tellement difficile non plus d'avoir quelqu'un qui a un background. Alors après, moi, le détecter, du coup, je sais pas trop faire. Par contre, ce qu'on fait. Sur les postes à risque et notamment les devs, c'est qu'on va rendre le coût de l'attaque plus cher parce que un junior qui vient d'arriver, on ne va pas lui donner accès aux data. Donc typiquement, un jeune développeur, il n'a pas accès à GitHub, il bosse avec son père. Au bout de 6 mois, il a accès à un périmètre. Et il faut qu'il soit là depuis 2 ans pour commencer à avoir ne serait-ce que l'accès sans peer review. Donc pour un attaquant, je ne dis pas que c'est impossible, mais s'il veut accéder vraiment à du code source important, la réponse est là, c'est-à-dire la ségrégation entre projets, le droit d'en connaître. Et c'est vraiment ça qui va permettre pas d'éviter, mais de limiter en fait, un impact trop fort de, t'as 3 jours d'ancienneté dans la boîte, et voici les clés du camion. Et il faut vraiment éviter ça, quoi. C'est vraiment, du coup, on retombe dans notre sujet un peu d'IAM, de la personne, elle aura accès à son projet, point, et pas à toute la boîte. Après, tu vas gérer son niveau de privilège aussi. Parce que bon, quand les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes droits d'accès aujourd'hui à tous les équipements, tous les systèmes, les applications, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré de manière centralisée. Tu peux appliquer du airbag, par exemple, aussi, gérer les profils d'utilisateurs. Il y a pas mal de choses, mécanismes qui existent aussi pour ce faire, quoi. Oui, absolument. Et après, on va se répéter, mais entraîner les RH, les former, leur dire que ça peut arriver, parce que des RH, la plupart du temps, même quand il y a eu le cas, la RH qui avait fait l'entretien, elle a été horrifiée parce que personne n'était au courant, jusqu'au plus haut niveau de la DRH. Donc il faut leur dire que c'est des choses qui arrivent, il faut donner des exemples, je pense qu'on est souvent un peu pudique en sécurité, on n'aime pas trop raconter les problèmes qu'on a eus. Non, et puis... moi j'essaye de casser ça tout le temps. Oui, on a une attaque par phishing, il y a un gars qui est venu, je présente devant toute la boîte et je leur dis voilà, ça s'est passé comme ça. Malheureusement, la personne, à ce moment-là, elle était vulnérable. Du coup, elle s'est... Et en fait, Thomas, c'est qu'il a déjà signé son contrat, quoi. Maintenant, ils ne peuvent plus rien faire. Donc,
Et puis ça dépend. C'est sûr que si on recrute le DAF, ça va être. Et puis après, je pense, il y a beaucoup. Quand on recrute à certains postes où on va avoir besoin de grande confiance. Je crois qu'on parlera de confiance après. Il faut se donner les moyens d'avoir. Il y a toujours un cas qui peut être pire. C'est-à-dire que là, on est parti sur la question sur un mode hybride télétravail. En fait, on se dit, non, mais si la personne elle est malveillante en physique, et là, on est en train de se dire, ça fait 2 ans qu'elle est bien, on a confiance en elle, mais au final, au bout de 2 ans, les intérêts peuvent changer. On l'a vu. Personne peut être on l'a vu. Donc, en fait, c'est un vrai sujet sans fin. Qui fait qu'on... D'où le fait qu'on dit que le risque zéro n'existe pas, en fait. Et pourquoi on en est encore là, qui est le thème de l'émission de ce soir. Ce qui veut dire aussi qu'il faut revoir les droits des utilisateurs régulièrement, etc. Il faut refaire un scan un petit peu, j'appelle ça un scan. C'est obligatoire. Et de manière régulière. De toute manière, peu importe la solution de sécurité, il y a aujourd'hui, c'est assez connu maintenant dans l'entreprise, mais l'erreur à pas faire, c'est de dire, c'est bon, c'est installé, Problem solved. c'est en place, problem solved, et je m'en occupe plus. C'est toujours ça, c'est toujours comment, dans le temps, je vérifie mon identité, je m'assure que mon EDR est là, je fais un monitoring CTI, j'ai la bonne détection. Et ce qui fait que du coup, des services de SOC sont remplis d'analyses parce qu'il faut du monde pour faire ces missions-là. C'est pour ça qu'en fait, après, on a aussi un fort lien avec le métier régulièrement, parce que globalement, j'ai un supply chain manager. On ne sait pas ce qu'il fait. Si après on lui demande des accès supplémentaires, faut qu'on le suive. Les RH, c'est pareil, il faut qu'on les suive. Moi, quelque part, c'est que moi, de mon côté motus, c'est ça que l'avantage, c'est qu'en étant en Comex, c'est comme toi, c'est quelque part, on partage assez ouvertement. Ça redescend pas toujours très très loin, mais en fait, au moins au niveau du Comex, on partage. Et voilà, quelque part, on est au courant des démissions, des arrivées, des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on est quand même très live. Quand tu es dans une entreprise à taille humaine, ça va. Mais dès que tu es dans les grosses boîtes, je pense que là ça change un peu. Ah non, mais moi, ça va. Moi, je suis noté. On va avoir des cultures dans des très grosses entreprises, et notamment américaines. Il y a des entreprises qui arrivent à avoir ces cultures. Je pense qu'il faut pas abandonner ce combat. Je vais pas appeler ça l'awareness, mais entraîner les gens. Moi, c'est toujours le conseil que je donne à des wannabe RSSI. Prends-toi quelqu'un en interne qui sait faire de l'offensif et qui va dire, si j'étais un attaquant et que j'étais là et que j'étais, je sais pas, un stagiaire dans la boîte à qui on a donné un laptop, qu'est-ce que je ferais ? Et en fait, fais-le. Et on va voir si les gens réagissent, on va voir si le SOC répond. Et quand on montre aux gens, ils ont envie de s'améliorer, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup cette « ouais, mais c'est pas possible, c'est Batman, la chauve-souris, il faudrait… » Non, en fait, non, il suffit d'un stagiaire un peu malin qui sort de l'EPITA, là, et qui a appris à manipuler des outils. Justement, est-ce que les sous-traitants et les partenaires sont susceptibles d'être des menaces internes ? Et comment on diminue ce risque ? Oui. On les vire tous. Clairement. Aujourd'hui, c'est pas un secret, c'est la définition même d'une supply chain attack par la sous-traitant. Et c'est, je pense, je ne suis pas moi RSSI, mais je pense que c'est un sujet pour tous les RSSI aujourd'hui, d'avoir un inventaire de ces sous-traitants. Donc, il faut travailler avec les services achats. Ensuite, d'évaluer tout le risque qui va avec. En ce moment, les différentes lois viennent un peu nous aider là-dessus. Et après, surtout, on va arriver sur le sujet de monitoring, d'être capable d'avoir une visibilité sur les interconnexions, d'être capable de dire, mais attends, si ça arrive par là, ça veut dire que c'est tel sous-traitant. Et ça, c'est encore un sujet qui est particulièrement difficile. Et on parle de sous-traitants, mais il y a les clients. Parce que les clients, ils sont encore plus durs à gérer dans cette histoire. Parce que un sous-traitant, c'est nous le client, donc, et le client est roi. Mais alors que quand c'est le client, si le client il nous dit non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et là, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie quand c'est le client qui se fait pirater, qu'on va lui expliquer que pour se protéger, nous, on va couper. Pour moi, c'est un angle mort majeur dans l'organisation parce qu'on n'a pas trop de visibilité là-dessus. Enfin, en tout cas, la visibilité, il faut la gérer. C'est des gens qui ont un statut aussi un petit peu particulier parce qu'ils travaillent en interne aussi dans la société. Ils ont accès au système interne, au système critique souvent aussi. Parce que vous avez des gens aussi qui sont très spécialisés là-dedans. Donc il faut être en capacité de gérer justement les accès de manière extrêmement fine, extrêmement granulaire pour ce faire. C'est des gens qui échappent aussi parfois à la politique de sécurité de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont externes, donc ils ne sont pas assujettis non plus à la même politique de sécurité. Ils ne vont peut-être pas avoir les mêmes rôles. Enfin, je parlais de Airbag tout à l'heure par exemple. Les mêmes niveaux d'accès que les autres, des choses comme ça. Donc c'est des gens qu'il faut être en capacité vraiment de canaliser en mettant en place en fait les bons process, quoi. Ouais. Quand on regarde un peu les grosses fuites qu'il y a eu récemment, Free de mémoire, c'était un accès frauduleux, un accès d'un sous-traitant qui a été revendu. Oui. Et Pôle emploi, il me semble que c'était une société tierce de Pôle emploi, Cap Emploi ou quelque chose comme ça,
avait appelé la personne, bonjour, je suis le service informatique et voilà. C'est souvent les sous-traitants. Alors en effet, on pense nativement aux sous-traitants des contractuels qui viennent faire le même boulot que des internes. Ouais. Personnellement, ma réponse, ce serait de les traiter exactement comme des internes, comme une population particulière. Mais en effet, il faut leur mettre des charges de sécurité, il faut leur donner du matériel. Il faut les onboarder, il faut les offboarder. C'est pas parce que c'est des contractants que ça marche pas. Après, il y a les sous-traitants techniques. Et là, c'est typiquement, nous, chez nos clients, malheureusement, pour pas les citer, Boulanger, Cultura, il y en a un certain nombre qu'on payait pour voir. Très souvent, ça va être un prestataire, mais un prestataire typiquement de logistique. Le gars qui fait la livraison, in fine, on est un peu obligé de lui donner les adresses de livraison. Donc il les a. Et là, pour le coup, ça échappe complètement au contrôle de l'entreprise parce qu'on a confié de la donnée à un sous-traitant technologique, à commencer par Miracle. Nous, on travaille pour nos clients, on opère une partie de leur système d'information. Évidemment, ils sont relativement exigeants, mais ils n'ont forcément pas le même niveau de contrôle. Ils sont obligés de me faire confiance sur le fait que je gère bien la donnée pour eux. Et moi, de la même manière, mes sous-traitants techniques, et j'en ai des très gros, qui sont des énormes fournisseurs de cloud américains, par exemple. Et ce que j'aime toujours bien dire aussi dans ces histoires de supply chain, c'est pas forcément les plus gros qui sont les meilleurs en sécurité. C'est pas forcément les plus gros, c'est pas forcément les clients qui sont les meilleurs en sécurité. Et donc cette espèce d'image qu'on a tous de dire il y a un grand chef là-haut qui fait très bien de la sécurité, puis il la descend à sa chaîne de sous-traitance et à la fin tout le monde est nul. C'est rarement comme ça que ça se passe. Quand ton sous-traitant c'est, j'en sais rien, Google Cloud, ils sont pas forcément plus nuls que toi qui fait un petit service chez eux. Donc il faut se méfier aussi de cette perception qu'on pourrait avoir de se dire les sous-traitants sont des problèmes de sécurité. J'ai eu un cas intéressant il n'y a pas longtemps là, de la part d'un client qui me disait que justement les demandes de sécurité venaient de ses prestataires externes. Ils voulaient avoir justement les outils pour sécuriser leurs accès et accéder en fait au SI de leurs clients. Et donc c'est venu carrément d'un prestataire externe. Alors là c'est le monde à l'envers, mais ça arrive, ça arrive. Ça m'arrive. Et après le point important aussi, je pense que c'est qu'il faut avoir les capacités aussi de pouvoir gérer le cycle de vie en fait de ces gens-là. À partir du moment où ils se connectent, à partir du moment où ils ont le droit d'accès, etc. Pouvoir gérer tout ce qu'ils font en interne et pouvoir gérer aussi leur départ. Typiquement, ils terminent leur mission, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Quels sont les mécanismes qu'on met en place pour Je pense qu'on a beaucoup à prendre des solutions SaaS pures et dures. Où le SaaS, on achète un service pendant 3 mois. Pendant 3 mois, au bout des 3 mois, il n'y a pas un humain qui va cliquer sur décommissionner l'interconnexion. Non, ça se ferme. C'est du just in time. C'est basique, c'est simple, c'est assez simple à mettre en place. C'est du MFA, just in time, just enough privilege. Ça se fait. Pas simple. Ça se fait. Mais simple, ça rejoint un peu le cycle de vie. Mais en tout cas, pour quoi qu'il arrive, il y a un prérequis qui est indispensable, c'est la notion d'inventaire et d'être capable de dire, voilà mon sous-traitant, voilà mon client, voilà l'interconnexion que j'ai avec, et voilà mon point de contact quand j'ai un problème. Et ça,